Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. Alors, on devait, comme je vous avais dit, faire une vidéo sur la Corée du Nord à l'aube de l'investiture du président Biden. Et ben, à la place, je vais faire une deuxième vidéo sur la question iranienne, car à l'orée des nouveaux développements dans la région, j'ai cru bon de parler de nouveau de cette question iranienne, car des nouveaux développements en fait ont émergé au cours des derniers jours, et donc il faudrait aussi les mettre en perspective avec ce qui a été dit dans la première vidéo, qui était plutôt consacrée en fait à la question du nucléaire. Et ici, on va prendre la question, ce qu'on appelle la question iranienne, de façon la plus large possible, c'est-à-dire en incluant donc tous les territoires avec lesquels elle s'immisce pour certains, comme diraient certains, dans ses affaires intérieures, comme par exemple dans le nord du Yémen, dans la République autoproclamée Houthi, Ansar Allah, qui est l'autre nom de cette république autoproclamée dans le nord du Yémen. Et on a appris pas plus tard qu'aujourd'hui que le secrétaire d'État, autrement dit le ministre des Affaires étrangères états-unien Mike Pompeo, a décidé donc de désigner le gouvernement Houthi et ses forces paramilitaires comme une organisation terroriste. Elle a désigné d'ailleurs tous les dirigeants du gouvernement Houthi comme des agents terroristes, comme le chef suprême Houthi, le guide suprême du Conseil révolutionnaire, Mohamed Ali al-Houthi, d'où vient d'ailleurs le nom de Houthi d'ailleurs au passage, puisqu'il s'agit en fait d'une dynastie politique. Et donc il a désigné donc tous les combattants et également les dirigeants comme des terroristes. Donc désormais, il va voir comment cette désignation cette nouvelle désignation comme et les groupes terroristes va avoir pour conséquence. Alors, ces sanctions vont entrer en vigueur, cette désignation d'éléments de groupes terroristes va entrer en vigueur le 19 janvier. Or, je rappelle que le président Biden va prendre ses fonctions le 20 janvier, donc le lendemain. Donc, premièrement, on pourrait déjà se poser la question, pourquoi maintenant, pourquoi il a fallu attendre en fait la toute fin en fait du mandat du président Trump pour en arriver là? Alors, on sait que de toute façon, c'était une décision qu'il voulait prendre depuis longtemps. Les Houthis s'attendaient à une telle décision. Pourquoi maintenant? C'est parce que c'est une décision, il faut le dire, extrêmement délicate à prendre, puisqu'en fait, elle va avoir pour conséquence pratique que plus personne beaucoup d'agents vont avoir peur de travailler avec les Houthis, à commencer par les organisations humanitaires. Or, je rappelle qu'actuellement, on estime qu'entre 80 et 90% de la population vivant dans cette entité, sous cette entité, dépendent de l'aide internationale. Donc si demain les agences internationales, que ce soit des agences internationales onusiennes comme le Programme alimentaire mondial, le PAM, que ce soit aussi la Croix-Rouge, décide qu'on ne peut pas travailler avec une organisation terroriste sous peine de représailles américaines, à ce moment-là, cela veut dire que l'aide humanitaire va tout simplement s'arrêter. Et donc cela veut dire tout simplement qu'on va tout droit vers une famine généralisée. Je rappelle que pour le PAM, le Programme alimentaire international, nous sommes dans une situation au bord d'une famine, en fait. Pour l'instant, le statut de famine n'a pas été déclaré dans la région, mais il pourrait l'être, justement à cause de cette désignation comme élément terroriste, car l'aide internationale pourrait tout simplement s'arrêter. Alors, il faut tout simplement aussi préciser que Mike Pompeo a bien autorisé à donner des licences pour les organisations humanitaires pour continuer l'aide humanitaire. Donc, en fait, il y a bien des dérogations tout de même à des risques de représailles de la part des autorités américaines. Toutefois, il n'est pas non plus sûr que, craignant quand même des représailles, que les organisations humanitaires arrêtent de cesser leur travail. Donc il faudra voir justement quelles vont être les implications sur les organisations humanitaires de ces sanctions. Par ailleurs, la deuxième question, c'est est-ce que le président Biden va continuer ces sanctions, puisque c'est lui qui va les hériter. En fait, en quelque sorte, l'administration sortante, par le biais de M. Pompeo, en fait, donne ça en legs à son successeur,
à son futur successeur au département d'État, Anthony Blinken. Et donc, est-ce que son successeur va continuer également sur ces sanctions ou va les lever au lendemain donc, de la prise de fonction de la nouvelle administration? C'est une inconnue. On peut penser que le président Biden et son administration sont plutôt contre ce genre de sanctions, mais il est compliqué aussi de les lever. Donc on n'est pas non plus sûr qu'il va tout de suite les lever, il faudra tout de même voir. Ce qu'on peut dire, quelles sont désormais également les autres conséquences, mis à part qu'elles pourraient provoquer une catastrophe humanitaire, voire une famine. C'est qu'également, il faut savoir que des négociations ont lieu quand même depuis 2018 entre la coalition émirato-saoudienne, donc qui soutient le gouvernement légalement reconnu internationalement, qui siège à Aden, dans le sud du Yémen, et des négociations avaient lieu donc entre le gouvernement houthi et le gouvernement internationalement reconnu. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2018, il y avait eu des accords, les accords de Stockholm, qui avaient quand même marqué une désescalade, et depuis d'ailleurs quelques mois, on peut quand même noter une désescalade, même s'il y a des escarmouches, des missiles qui sont envoyés vers l'Arabie Saoudite, et de l'autre, des bombardements saoudiens sur le nord du Yémen. Donc on voyait quand même des lueurs d'espoir, même si la situation est quand même très macabre sur place. Et donc cette fois-ci, on peut dire que pour certains analystes, c'est très clairement, les Houthis ont désormais cette désignation comme entité terroriste, va leur donner, si vous voulez, un feu vert pour lancer en quelque sorte des missiles en direction de l'Arabie Saoudite sans aucune retenue, puisque désormais, si la situation humanitaire devait se détériorer et que les négociations devaient être suspendues du fait que les Saoudiens ne peuvent pas de facto négocier avec des éléments terroristes, donc c'est vraiment la fin des négociations à ce moment-là, il n'y a plus rien à perdre, si j'ose dire, du côté houthi, et donc on lancera autant de missiles qu'il faudra, d'autant que d'après ce qu'on sait, les Houthis ont des usines de fabrication où nuit et jour on fabrique des drones, des missiles, etc. Donc ils ont un savoir-faire local. Beaucoup pensent que tout est importé d'Iran. En réalité, sans doute des pièces sont importées d'Iran, mais en réalité ils ont un savoir-faire local qu'ils ont développé au cours des années, et donc ils sont en mesure de pouvoir fabriquer un certain nombre de missiles on le voit, ils arrivent toujours à en lancer de façon régulière des missiles sur l'Arabie Saoudite. Donc voilà, donc déjà, on voit qu'en réalité, l'administration sortante essaie de compliquer la tâche du président Biden dans sa volonté, sans doute dans sa volonté de trouver un accord avec l'Iran. Tout ceci, encore ces sanctions contre le Houthi vont compliquer la tâche pour le président Biden, car on peut craindre dans les prochains jours, encore une fois, une escalade des tensions entre l'Arabie Saoudite et la République autoproclamée Ansar al-Hadith Houthi, et donc très clairement, ceci va compliquer la tâche du président Biden. Mais peut-être, j'allais dire, le président Biden n'est pas au bout de ses peines encore, peut-être, car en fait, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a mis en garde dans un message qu'il a adressé il y a quelques jours, d'ailleurs c'était le 3 janvier, donc c'était à l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat du Qassem Soleimani et du chef d'Hacham al-Shabi. Et donc à cette occasion, il avait écrit que les derniers jours de l'administration Trump pourraient être volatiles, et avant d'ajouter également, et ça c'est un peu plus sucré, j'allais dire, qu'il a déclaré que les forces de sécurité et de renseignement irakiennes indiquent que des agents israéliens pourraient provoquer en fait des attaques contre des ressortissants américains dans la région, et donc provoquer une guerre. Et donc clairement, on sent une tension extrême dans la région. Mohamed Zarif veut anticiper, si vous voulez, prévenir qu'il y a un risque imminent de guerre en fait dans la région. En réalité, si vous voulez, il faut aussi savoir que Israël veut profiter en fait des derniers jours de l'administration Trump, sans doute, pour peut-être mener une attaque, car la fenêtre de tir, j'allais dire, se rétrécit de jour en jour, car probablement, lorsque le président Biden va prendre ses fonctions, sans doute il sera beaucoup plus dur, voire peut-être même impossible, doit-on dire, au Premier ministre Netanyahou de mener une attaque. Il n'aura pas le soutien des États-Unis, donc il n'aura pas la couverture militaire en cas de représailles iraniennes. Et donc,
Clairement, je pense que le Premier ministre Netanyahou, qui est en campagne électorale de surcroît, dans une situation économique compliquée, hein, confinement oblige en Israël, troisième confinement oblige, a peut-être trouvé, si vous voulez, une sorte d'échappatoire, hein, en bon homme politique et qui sait aussi user des ruses un petit peu de l'histoire, et donc il comprend que clairement il y a une opportunité pour lui de mener une attaque avant que justement l'Iran peut-être puisse mener son programme nucléaire, j'allais dire en tout cas du point de vue israélien, à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, hein, puisque je rappelle que pour les Israéliens, un accord sur le nucléaire pourrait servir à l'Iran en sous-main de continuer son programme nucléaire avec de surcroît la levée des sanctions. Donc on voit très bien qu'il y a une anxiété, hein, si vous voulez, du côté israélien. Et donc en quelque sorte, beaucoup d'Iraniens pensent qu'Israël est en train de manipuler ou d'instrumentaliser, ou même peut-être en réalité qu'il y a une sorte d'accord entre Américains et Israéliens pour mener une attaque contre l'Iran dans ces derniers jours. On sait qu'il y avait eu des rumeurs, hein, il y a déjà quelques semaines, juste après la défaite électorale du président, en tout cas après les élections présidentielles du 3 novembre, que en fait le président Trump aurait parlé avec son secrétaire d'État Mike Pompeo d'un éventuel bombardement d'un site nucléaire, hein, notamment on parle du site de Fordo, hein, ce site où justement où l'enrichissement de 20% est mené, hein, est ce qu'on parlait hier dans la vidéo. Et donc, je rappelle, hein, que ce site de Fordo est en souterrain. Justement, les autorités iraniennes l'ont construit sous la terre pour justement le préserver d'une possible attaque états-unienne ou israélienne. Et donc, très clairement, il y a un risque très important de guerre au cours jusqu'au 20 janvier. Et donc, il faudra suivre vraiment cette situation. Il faut prendre le risque d'une guerre est très sérieux en réalité, car je pense que les Israéliens sont déterminés à mener une attaque avant la fin du mandat du président Trump, sachant que celui-ci se protégera Israël. Donc on va continuer, hein, de suivre cette question. On voit bien que la question iranienne, très clairement, sera le premier défi, hein, du président Biden, il n'y a pas de doute. Même la question nord-coréenne, qui est aussi une question très importante, et on le verra dans la prochaine vidéo, reste tout de même secondaire vu les tensions dans la région. Et encore, je ne parle pas de la saisie du navire sud-coréen qui a eu lieu lundi 4 janvier, justement au moment où l'Iran annonçait son enrichissement à 20%, au prétexte, hein, que la Corée du Sud n'a pas rendu les 7 milliards de dollars à les républiques islamiques d'Iran. Donc on voit également que les navires sont en danger également dans la région, qui peuvent être saisis à tout moment, comme l'était l'année dernière par exemple un navire britannique. Donc on va continuer de suivre la situation très tendue dans la région.